Je fais l'appel comme d'habitude. Allez. Il n'y a pas obligé quand même. Alors, oui, comme d'habitude. En fait, on en a perdu l'habitude du coup. Mais par exemple, en fait, je vais faire l'appel. On est nombreux quand même. Ouais. Vous m'entendrez que le micro, c'est pas trop. Donc, Gérard Danton présent, Dolores Adamski. Présent. Florian Bonnier. Présent. Anne Bello. Présent. Brahim Sadi. Présent. Alain Fernandez. Présent. René Martin. Présent. Pascal Lubin. José Dos Santos, qui fait son anniversaire ce soir. Sébastien Magnier. Présent. Damien Vassiguel. Absent. Laetitia Serpaggi. Absente. Éric Béla. Présent. Donc présumé. Présent. Clotilde Berthier. Présent. Salut Clotilde. Bonjour. Stéphanie Bessé est absente. Sébastien Ginesté, donc c'est corrigé absent. Charles Banquier, Nicole Buzel. Présent. Julie Ladret, absent. Yann Guély. Présent. Orlane Forger. Présent. Et Xavier. Parfait. Le quorum est donc largement atteint. On va désigner un volontaire pour le compte rendu. Bah, je sais ce que tu vas Allez, Normal. Je Non. m'y attendais pas tout à l'heure. allez, José Dos Santos, je vérifie juste que c'était pas toi la dernière fois, mais non, c'était Xavier. Donc on est bon. José Dos Santos sera donc notre secrétaire présidence. Sympa, cadeau. Il n'y a pas grand chose à faire. On démarre comme d'habitude par l'approbation du compte rendu de la séance du 19 décembre 2024. Est-ce que vous avez des questions? Séance qui était très courte, qui ne portait que sur un point. Non, il n'y avait pas 15 points, mais c'était très court. Pas de. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Compte rendu du dernier conseil municipal adopté, je vous remercie. Je vais aller monter quand même un peu le son de mon micro, ça ne sais pas comment on va l'enregistrement. Ouais, je sais, faut que je fasse un peu de technique, ça manque. Vous êtes sûr? Moi, je suis absolument pas entendu. Je suis obligé de mettre d'avoir la main dans la bouche, je vais monter un peu le micro. Et on peut passer dans le jour avec. Oui. Un autre. Ça marche. Voilà, impeccable. Bon, excusez-moi pour ce petit contretemps. Du coup, comme d'habitude, on démarre par le compte rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le dernier conseil municipal. Donc, comme d'habitude, je vous lis les décisions. Si vous avez des questions, vous m'interpellez parce que j'ai mis sur ma feuille avec les lunettes. Du coup, une décision du 16 décembre qui concerne la délégation donc, du droit de préemption urbain au profit de l'EPFL. Pour une parcelle 106, c'est une parcelle dans la rue Général de Gaulle et c'est donc dans le cadre de Tulin Rénov de l'OPA-RU. Le 20 décembre, la signature d'un contrat donc, pour la maintenance d'un système de vidéoprotection. Donc là, eh ben, vous allez voir qu'on va parler un peu on va faire le débat d'orientation budgétaire. Toutes les chasses aux économies sont importantes et donc là on a relancé un marché pour la vidéoprotection et je crois qu'on est passé de 9 ou 10 000 à 3 ou 4 000, c'est ça Didier? Oui, on fait facilement 4 000 € d'économie. Voilà, 4 000 € d'économie pour le même service, peut-être même un peu mieux d'ailleurs. Voilà, donc avec la société qui s'appelle, j'ai perdu le nom, Novasion. Voilà. Ensuite, le 24 décembre, donc cadeau de Noël, la défense de la commune contre la requête de Madame Belle-André, donc accord permis de construire concernant un SAS Drôme Béton, donc représenté par Monsieur de Ensuite, c'est toujours les décisions.
tac, décision, oui, si. Travaux de subvention. Ah, alors là, j'ai un souci dans mon. Je dois pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la demande de subvention. Donc, la subvention prévue par le règlement. Du coup, j'ai pas. Pardon, j'avais pas fait mes feuilles n'importe comment. Excusez-moi. Donc, la demande de subvention auprès de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l'Isère et de la CAPV, donc pour la requalification urbaine et paysagère de la place Docteur Valois, de l'avenue Pierre Bérégovoy et des rues adjacentes. Je pense qu'après on est bon. J'ai le tableau là. Ensuite, la décision donc, du 3 janvier, la signature d'une convention, le Conseil d'assistance juridique avec la SCP Fessler, Georges Guéra et associé, un cabinet d'avocats. Donc là aussi, on a décidé cette année, donc ce n'est pas un gros montant au vu des enjeux, de s'associer, d'avoir des compétences d'un cabinet d'avocats pour voilà, aujourd'hui les procédures sont de plus en plus complexes et on s'est aperçu que même depuis qu'on a signé le contrat, on a déjà fait appel de nombreuses fois à eux et ça permet de sécuriser beaucoup de choses, y compris en finance, en urbanisme, en juridique. Donc voilà, donc ça c'est nouveau mais c'est plutôt très important. Ensuite une décision, donc, et voilà, tout de suite on en parle, défense de la commune, donc requête en référé précontractuelle contre la société Terre pour le lot 3 et 4 du marché, donc des travaux de la place Docteur Valois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, s'il te plaît? Alors, ouais, on s'attend le micro d'Eric, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, requête en référé précontractuel? Oui, donc du coup, on a fait des cours de juridique, nous aussi. Ce qui s'est passé donc, au moment de l'attribution des lots pour le marché, la première étape, c'est déjà de dire aux entreprises qui ne sont pas retenues, comme tu le sais, avant de dire celle qui est retenue, et donc ils ont 5 jours pour faire un référé précontractuel. C'est pour ça qu'il est précontractuel. Voilà. Ils ont été écartés. Alors en gros, ils n'étaient pas contents de ne pas avoir été choisis, ce qu'on peut comprendre. Donc, ça a été une procédure qui s'est faite pendant les vacances et bon, le juge a tranché en faveur de. Enfin, il n'y avait aucun problème sur l'attribution. Voilà, mais c'est pour ça que c'est précontractuel. Ensuite, donc la signature d'une convention de formation avec Saint-Martin d'Artois Isère Communauté. Donc l'idée c'est de faire des DRH en parlerait mieux, mais des formations intra, c'est ça, c'est-à-dire qu'on profite, on mutualise des moyens de formation pour à la fois les agents de l'Interco de Saint-Martin et nous cette fois-ci. On essaye d'en faire plus en plus pour aussi faire baisser les coûts de formation. Ensuite, la signature donc, du marché, 2024-07, donc des travaux de requalification de la place de Valois avec ses rues adjacentes. C'est la dernière, c'est ça si je Oui, on reste plus, j'ai vraiment accroché. Ah, si, pardon, il y en avait encore en haut. Pardon. Le 24 janvier, donc la signature du contrat 2025-001 relatif donc à la mise à disposition du groupe La Papa Caliente. Voilà, donc c'était pour la soirée de clôture de Tulin-Plage. C'était un succès, je pense plus de 2000 personnes qui sont venues à la salle des fêtes pendant 15 jours. Voilà, les gens avaient bien besoin, ce début d'année morose, de passer un peu du bon temps ensemble. Voilà, donc voilà pour les décisions. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on enchaîne avec le déroulé de la séance. On démarre avec une première délibération qui concerne donc la modification des statuts de la CAPV suite donc au transfert de la compétence mobilité au SMAI. Donc vous le savez, au 1er janvier 2025, la compétence mobilité qui était Pays Voironnais est passée au SMAG, donc le syndicat mixte, c'est l'agglomération de mobilité de l'agglomération du grenobloise. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la compétence mobilité n'est plus à la CAPV mais au SMAG, donc il fallait modifier les statuts.
Voilà, donc c'est technique, ça change pas grand chose. Je pense que le plus important, c'est qu'il va avoir, je pense, assez rapidement une cohérence sur les transports. En fait, l'idée c'est d'éviter de passer avec un type de mobilité du Pays Voironnais et puis à Lorette d'être obligé de changer d'institution qui gère. Donc là, avec le même billet, on peut faire toute l'agglomération jusqu'au Grésivaudan. Enfin, je pense que c'est une avancée. Alors, c'est une avancée dans un sens parce qu'on utilise. Après, quand ça fait des grosses institutions comme ça, des fois des choses qui n'avancent pas assez vite. J'en veux pour preuve. Il y avait une voiture qui brûle sur le parking de la gare. C'est un peu plus long à la faire enlever. Parce que quand c'était le Pays Voironnais, c'était un peu plus réactif. Vous imaginez au niveau du smile. Bon. Voilà, on ne gagne jamais sur tous les tableaux, malheureusement. Mais je pense que pour l'usager, sur les coûts, sur la facilité des mobilités, c'est certainement un gain important. Donc voilà pour cette explication. Ensuite, la création. Pardon, excusez-moi, si vous avez Pardon. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe ensuite à la création de la réserve communale de sécurité civile. C'est Dolores qui va vous en parler. Il n'y a pas de micro. Comme ça, je garde mes micros. Donc, comme d'habitude, si vous voulez parler, il faut attendre là. Il faudra bien penser à couper vos micros quand vous voulez parler. Alors, la réserve communale de sécurité civile a pour but de faire appel aux citoyens qui sont volontaires. L'année dernière, ça savait pas. Ah, mais ils ont pas été chargés. Bon. Eh bien, il n'y a qu'à parler. Ah non, non. Donc, la réserve communale de sécurité civile a pour objet de faire appel aux citoyens qui voudraient s'engager en cas de crise majeure sur la commune. Je prends l'exemple d'une inondation sur la commune, s'il y a besoin de venir en aide à la population, de les aider dans la salle des fêtes par exemple pour venir au secours des personnes. Alors je ne parle pas de secours justement, je vous explique mal. On ne vient pas se substituer avec cette réserve communale de sécurité civile aux pompiers, aux gendarmes, à tout ce qui est secours et appui de sécurité. Mais c'est plutôt une aide que nous on pourrait amener en tant qu'agent, mais qui serait remplacée par certains volontaires. Je vais prendre un exemple plus concret, je suis désolée, je n'avais pas préparé, donc je suis pas très claire dans les explications. Mais si vous avez des gens qui doivent être hébergés en urgence dans la salle des fêtes, l'idée c'est qu'on puisse faire appel à des bénévoles qui vont accueillir les personnes, apporter du ravitaillement, qui vont pouvoir s'occuper de problèmes logistiques. Donc ça peut se faire pour différentes missions. Il y a des missions de différents types qui peuvent être dévolues à cette réserve communale de sécurité civile. Et l'idée là aujourd'hui, c'est de vous faire approuver l'idée de cette réserve. Après, on se relancera donc un appel à candidature pour savoir qui serait volontaire pour intégrer cette réserve communale de sécurité civile, avec bien sûr une forme d'information qui serait donnée aux participants et des réunions pour au moins leur expliquer des buts qu'on attend de leur part. Donc le but, c'est d'informer et préparer la population face aux risques encourus par la commune, d'apporter un soutien et une assistance aux populations en cas de sinistre, un appui logistique et aussi un appui logistique pour le rétablissement des activités une fois que la crise est passée. J'espère que vous clair dans la deuxième partie, mais je suis là pour répondre à vos questions. Pas de questions? Si. Ah, pardon. Moi, je trouve ça, je ne connaissais pas, je trouve ça très bien, je ne sais rien, c'est toujours intéressant. Est-ce que le cadre est bien défini? Parce que là, on parle de caritatif, à un moment, on parle d'association, on parle de caritatif, humanitaire, entraide, et ensuite, dans la délivre, on parle en cas de sinistre. Est-ce que c'est vraiment en cas d'inondation, d'incendie, de choses comme ça, ou est-ce que ça peut être élargi à l'humanitaire, comme c'est cité, tout ça? Le cadre, et à mon avis, ça va être une question qui est posée si on a fait un appel à candidature. C'est dans quelle situation exacte qu'on peut agir. Et la question, c'est est-ce que c'est uniquement sur le terrain communal ou est-ce que
ces personnes engagées pourraient aller donner un coup de main à Vouré demain, ou à Grenoble, ou en Ouganda s'il y a un problème. Alors, dans sur la commune de Cuba, il est prévu, alors il y a un règlement de la sécurité, de la réserve communale de sécurité civile, qui normalement devait d'ailleurs être joint, alors je ne sais pas si vous avez après été joint dans les pièces, et ça sera prochainement. Et dans ce règlement, il est prévu qu'éventuellement on puisse, donc sur décision du maire, prêter assistance aux communes avoisinantes quand il y a vraiment une crise qui se passe sur une autre commune. Ensuite, c'est vraiment plutôt réservé tout ce qui est crise majeure. Mais par exemple, on pourrait leur demander, en cas de canicule, d'aller porter de l'eau ou des choses comme ça aux personnes âgées. On n'a pas encore validé ce point, mais dans le règlement, on a un certain nombre de missions qui sont dévolues aux personnes, et c'est le maire qui décide quelle mission de donner ou pas. Et ça sera en fonction aussi des compétences des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des compétences intellectuelles, qui pourront gérer l'administratif, par exemple enregistrer les personnes qui viennent se réfugier à la salle des fêtes, si on prenait la salle des fêtes comme un monument de refuge. Et puis il y a d'autres personnes qui seront plus armées, on va dire de muscles ou autres, pour aller poser des barrières, s'il y a besoin de poser des barrières. C'est ce genre de choses qu'on peut faire. S'il faut nettoyer les rues, et après une inondation, c'est plutôt, il ne faut pas faire appel aux agents et aussi à cette réserve communale. Voilà, c'est un atout supplémentaire, c'est un outil qui est mis à disposition du père et de la commune, en plus de tout ce qui peut exister, et en se basant sur des bénévoles qui vont bien se manifester. Si j'ai répondu. On peut quand même à la fois avoir des muscles pour. Oui, on peut avoir mais aussi un cerveau pour faire des muscles. Non, ce que je veux dire, c'est que les candidats qu'on va recevoir, après, on va bien voir les compétences, leur appétence, et puis leur attribuer les missions qui correspondent à leur mission. C'est compris. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui évoluera aussi au fur et à mesure de sa mise en place. Du coup, d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe à la partie finance, concernant donc une première délibération qui est l'État qui présentant donc l'ensemble des indemnités de toute nature dont ont bénéficié les élus siégeants au Conseil en année N-1. Donc ça c'est pour chaque année. C'est pour information, il n'y a pas de changement déjà. Et puis donc il suffit il n'y a pas de vote, c'est de prendre acte des indemnités. Ensuite, donc, le traditionnel débat d'orientation budgétaire. Donc vous avez tous reçu le document et lu ce document parce qu'il a été plutôt très très bien fait cette année encore. Merci beaucoup Didier pour votre implication sur le sujet. Moi je vais juste rajouter quelques éléments, pointer quelques éléments que je souhaiterais mettre au débat ce soir. Puisqu'en plus on est nombreux, donc c'est très bien, on aura plein de points de vue différents. Donc concernant les indicateurs financiers, donc 2024, comme je vous l'avais plutôt déjà annoncé l'année dernière on a eu plutôt une année 2023 plutôt bien. L'année 2024 on revient dans les années habituelles, qui n'est pas une rue qui n'est pas terrible, et qui continuera à ne pas être terrible, donc pour beaucoup de raisons. Donc ça, on va en discuter. Un petit mot vite fait sur le contexte international et national. Quand je dis vite fait, c'est que vous êtes certainement autant au courant que moi de ce qui se passe. Donc l'incertitude plane au niveau international. Au niveau national, c'est peu dire que l'incertitude plane, même si on a un budget en restant assez factuel, c'est un budget mi figue mi raisin, parce que très clairement, je pense que le pays est dans le mur. Je prends volontairement cette image parce que je vais la comparer la situation avec la commune de Tullin. Le pays est dans le mur, avec des milliards de dettes, et puis finalement on continue à satisfaire un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Voilà, on fait l'art de vouloir garder sa place, donc on fait des budgets qui n'ont ni queue ni tête, qui satisfont tout le monde, donc du coup quand on veut satisfaire tout le monde, on ne satisfait personne. Voilà, donc ça c'est un point de vue à la fois très personnel, mais je suis certain que de nombreux le partagent. Moi j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un vrai budget qui prenne en compte les difficultés, bon c'est pas le cas, donc acte. Sauf que,
à la différence avec la commune de Tullin, donc l'État est dans le mur, on le sait, visiblement ça gêne peu de monde au niveau national. La commune voit, et on se le dit depuis 3-4 ans, voit arriver le mur, clairement, le mur se rapproche. Peut-être de plus en plus vite, mais enfin pour le moment on n'est pas dedans. Donc ce soir, et moi j'aimerais qu'on prenne tous conscience de notre rôle d'élu et de notre responsabilité d'élu, parce qu'il me semble que si on a fait le choix tous, collectivement, de s'engager pour la commune de Tullin, c'est pas pour notre intérêt personnel, sinon j'en connais beaucoup qui n'auraient pas fini le mandat, mais plutôt pour l'intérêt collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt collectif nous pousse à nous poser les bonnes questions et à y apporter des réponses. Moi, je ne supporte plus, et je l'ai dit lors de la cérémonie des vœux pour ceux qui étaient là, je ne supporte plus les discours, parce que les discours, on est tous d'accord en fait. Voilà. On va dire que ça ne va pas, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, on va tous être d'accord. Moi, je pense que l'année 2025, il va falloir passer aux actes, aux vrais actes. Donc, on va en parler. Moi, j'ai des choses à poser sur la table et à demander votre avis aussi. J'aimerais avoir votre avis. Parce que le mur n'est encore pas là, mais dans 4 ans, 4-5 ans, on sera dedans. Voilà, on sera dedans. L'évolution est claire. Avec Didier, on fait de la prospective. Les chiffres sont ténus. C'est pas compliqué, c'est des mathématiques. Donc, à un moment donné, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Je prends quelques exemples sur ce qui fait que les finances de la commune sont plutôt à surveiller de près. La section de fonctionnement. La section de fonctionnement, depuis des années, je vous ai expliqué, les recettes diminuent, voire n'augmentent pas, diminuent pas encore, mais ça nous peut en donner. Et les dépenses augmentent, pour tout un tas de raisons. Chez vous, les dépenses augmentent aussi. Nous, les dépenses augmentent. Les services font leur maximum pour les limiter. Mais si je prends un exemple, là, car on a de plus en plus d'enfants à la cantine, il faut de plus en plus d'encadrants et on achète de plus en plus de repas. Donc, on doit s'adapter. Du point de vue sur les charges à caractère général, tout ça, vous verrez alors, au mois d'avril, parce qu'on vous l'a indiqué, le compte administratif sera voté, même si je sais qu'Éric a demandé certains éléments publiés et que nous avons envoyés. Ce soir, nous ne sommes pas là pour parler du compte administratif, nous sommes là pour faire un débat d'orientation budgétaire. Et les éléments sont dans le doc. Donc, les charges à caractère général, tout ce qui est charges, sont plutôt maîtrisées. Ce que nous avons du mal à maîtriser, c'est le 0,12. C'est les charges à caractère du personnel. Donc, vous l'avez vu, on a pris 300 000 € cette année, mais pourtant, on a essayé de faire des efforts. Quelques exemples, vous allez voir, de la réalité de la gestion de cette charge-là. Donc en 2024, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, donc vous savez, il y avait la revalorisation du RIF7 en 2023. Donc le RIF7, c'est un régime indemnitaire qui permet de rémunérer les agents. Je rappelle au passage, les agents, c'est ceux qui font le boulot, en fait. Tout simplement, c'est eux qui rendent les missions de service public, pas les élus. Heureusement d'ailleurs. Donc ces agents-là, à un moment donné, ils doivent être rémunérés et plutôt bien rémunérés. Donc ce RIF7, nous, l'équipe avait décidé de valoriser à hauteur de 100 000 € l'enveloppe. Je vous rassure, le chiffre va être gros. C'est pas suffisant. On est loin d'être compétitif au niveau des communes aux alentours. Donc le RIF7, c'est quelque chose qui participe à l'attractivité de la commune. Parce qu'aujourd'hui, les agents ne peuvent pas dire qu'ils sont bien rémunérés. Il y en a encore 2 qui sont partis au mois de décembre parce qu'ils n'arrivaient plus à joindre les 2 bouts. Donc ça, c'est une réalité. Donc quand on révise le RIF7, on fait attention à ce qu'on fait. On essaye d'encourager les agents à ne pas partir. Donc c'était une enveloppe de 100 000 € sur l'année. Ensuite, on a eu... Alors ça, c'est une décision que nous prenons nous. Donc nous l'assumons, celle-là. C'est les autres qui me gênent un peu plus. En 2023, l'annonce par le gouvernement de l'augmentation du point d'indice. Alors certes, il était attendu depuis très longtemps par les agents parce que ça faisait quelques années qu'il n'avait pas été revalorisé. Bon, c'est une année pleine, ça a été en juin 2023, donc du coup on a commencé à payer sur une année pleine en 2024 et c'est 60 000 €. Ça, c'est une décision qui ne nous appartient pas. Ensuite, c'est la double peine, en janvier 2024, l'augmentation de 5 points, donc avec la revalorisation du SMIC,
si on revalorise le SMIC, c'est qu'on touche beaucoup les catégories C qui sont très peu, moins bien payées que tout le monde, donc tant mieux, mais nous c'est la grosse masse de la commune. Donc là aussi, 2024, année pleine. Et juste, ça c'est la dernière, je ne vais pas dire blague, mais le dernier cadeau du gouvernement, comme dirait ma fille en loose day, le 31 janvier, vendredi soir. Petit décret, alors il n'est encore pas trop sorti, mais au Pays Bornais on en a parlé et ça commence à grogner. La revalorisation du point d'indice CNRACL, donc la retraite, la caisse de retraite, donc 12% sur 4 ans, donc 2025, 26, 27, 28, 12%, 3% chaque année. Donc là on vient de prendre 60 000 en 2 jours. On avait bouclé le budget avec Didier et le DRH, on avait reçu les services Périsco, qui avaient fait des efforts pour cette année 2025. On devait remercier Anne d'ailleurs du travail qui avait été fait, parce que du coup il faut aller compresser, donc on a compressé un petit peu le service Périsco. Les services techniques ont fait un effort aussi, donc on avait réussi à économiser 40 000 €, et samedi matin on a pris 60. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui commencent à être pénibles, parce qu'on demande à tout le monde de se mobiliser, et puis on prend des cadeaux comme ça derrière l'oreille. Et ce cadeau, il est plutôt amer, parce que ça veut dire qu'en 2028, c'est 260 000 € pour la commune. De plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au montant du 0,12 à l'heure où je vous parle, on peut déjà rajouter 260 000 en 2028. Et comme l'objectif était plutôt de faire des économies sur ce sujet-là, et ben, je peux vous assurer que ça casse un peu le moral de toute l'équipe. Voilà. Donc, une fois ça dit, bien sûr, il faut passer à l'action. Donc, je vous ai mis dans le tableau, c'est une nouveauté, mais je pense que c'est important, de voir les charges de personnel, comment elles sont réparties. Parce que souvent, les gens, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Là, vous avez le tableau. Voilà. Donc, vous avez les différents services. Et moi, je souhaite ce soir attirer votre attention. Je souhaite attirer votre attention, c'est peut-être pour ça que ça marche, sur 3 lignes, entre autres. La vie scolaire, 1 415 000 sur 4,8 millions. Un autre qui peut interroger, donc sur la culture, car on dit culture, école de musique et de danse, 484 000 €, on est à 90% l'école de musique, sur 484 000 €, c'est par an. Hein. Et puis un autre service qui, moi, m'interroge aussi un petit peu, et que je vois plus, le service entretien. Ah oui, pardon, entretien des bâtiments, c'est le service. Alors, l'entretien des bâtiments, c'est le service entretien. C'est pas l'entretien technique des bâtiments. 341 000 €. Donc voilà, moi je vous soumets ces chiffres, et puis je vous demande de réfléchir à la question que je vais vous poser. C'est quoi le rôle d'une commune en termes de mission de service public? C'est quoi le rôle d'une commune en termes de mission de service public? Il faut qu'on reparte d'ici, parce qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, les communes en font de plus en plus, et c'est très bien. Plus les communes en font, et mieux ça vaut. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus les moyens, en fait. Très clairement, on n'a plus les moyens, de faire les choses à la place de l'État. Je parle de la sécurité. Aujourd'hui, l'État se désengage. Qu'est-ce qu'on fait? Les communes doivent embaucher des policiers municipaux. L'État ne s'occupe pas de remplacer les médecins. Il va bientôt falloir qu'on fasse des ponts d'or, nous, aux médecins qui viennent s'installer à Tulin. Donc mettre à disposition une maison avec des ressources matérielles. On ne va pas rentrer dans le débat de l'éducation nationale, mais là aussi, ça part à volo. Et on nous laisse reporter des choses sur nous. Alors, c'est un faux transfert de compétences, parce qu'en fait, c'est surtout que l'État ne fait pas ses compétences. Et comme nous, on est au bout de la chaîne, il faut bien les faire. Hein. Parce que quand on reçoit quelqu'un dans notre bureau et qu'on lui dit « Ah, c'est pas moi, c'est l'État », c'est parce qu'il a envie d'entendre une réponse.
Donc finalement, petit à petit, on s'est substitué à beaucoup de choses. Et je vous le dis, aujourd'hui, le sujet de la gendarmerie n'est toujours pas réglé parce que l'État nous demande plus d'1 million d'euros pour payer la gendarmerie. Donc je vous dis, que les choses soient claires, c'est non. La construction d'une gendarmerie, c'est régalien. C'est régalien. Ce n'est pas à la commune de payer. Donc je l'ai dit lors de la cérémonie des vœux, dans le prochain mandat, quelle que soit l'équipe qui sera là, et je dis bien quelle que soit l'équipe qui sera là, il y a un groupe scolaire à fabriquer. C'est entre 10 et 12 millions d'euros. Et donc, je me répète à la place de l'équipe qui sera ici, qui ne prendra pas ses responsabilités et qui dira aux parents, on n'a pas les sous pour faire le groupe scolaire. Ah, ben non, parce que ça ne marchera pas ça. Aujourd'hui, Floréal n'est plus adapté, plus du tout, on chauffe au fioul. Je vous fais que le tableau. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Le groupe scolaire, ça fait partie des compétences obligatoires de la commune, donc moi je ne discute pas. Par contre, la gendarmerie, non. Donc 1 million d'euros. Voilà. Donc, on nous demande d'en faire plus en plus, sans nous donner les moyens. La DGF, on est à peu près sûr que cette année, elle ne bougera pas, Didier, mais dans l'avenir, on n'est pas sûr. Et comme on est dépendant de l'État en termes de recettes, c'est compliqué. Donc voilà, moi je souhaiterais qu'on s'interroge collectivement sur le périmètre du service public d'une commune. Qu'est-ce qu'une commune doit rendre à ses habitants en termes de service public? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai donné 3 exemples. Le périscolaire, 1,4 million. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des pistes? Il faut en travailler. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes? Donc ça coûte moins cher à la commune, 51 agents, des absences régulières, 4-5 par jour, je ne sais plus combien c'est. Donc tout ça, on voit bien qu'on est limité. Donc il faut se réinterroger sur la gestion du périscolaire. Il ne faut pas avoir peur. Pas parce qu'on fait les choses depuis 20 ou 30 ans, il ne faut pas s'interroger. Le service, alors la culture, l'école de musique et de danse. Alors, on a plein de jeunes qui sont passés par l'école de musique et de danse. Aujourd'hui, c'est plus de 400 000 euros par an de coût de la commune. Est-ce qu'une école de musique et de danse doit continuer à être municipale? Voilà, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, sous forme associatif, avec une bonne subvention de la commune? Je prends l'exemple de l'MJC. L'MJC, c'est une association, on subventionne avec une bonne subvention. Est-ce que l'école de musique, on doit continuer à avoir des titulaires qu'on paye à vie voilà, pour une école de musique? Je ne dis pas, je dis, est-ce qu'il faut se poser, est-ce que c'est pas temps de se poser la question pour éviter qu'un jour on soit obligé de faire le choix? Je vous rappelle l'image du mur, aujourd'hui on peut encore l'éviter, demain on ne l'évitera pas. Donc je pose cette question, et puis un autre qui me gêne encore plus, l'entretien des bâtiments. Régulièrement, les week-ends et la semaine, je passe dans les structures sportives. Et quand je vois dans l'état, pardon parce que ça me fait sortir de mes gonds, quand je vois dans l'état dont on laisse les structures sportives, c'est juste une honte. Alors, c'est pas toutes les associations, bien heureusement. Mais quand je vois ça, et que je vois les dames, le lundi, avec leur balai, pauvre balai, pas suffisant vu le tas de merde qu'il y a sur le carrelage, et nous, on continue à mettre 341 000 euros pour passer le balai derrière des gens qui pourraient peut-être le passer. Donc là, moi ce soir, c'est sur ça que j'ai envie de vous entendre. Pas sur des dogmes de j'en sais rien quoi, il faut continuer à subventionner. Non, moi c'est là-dessus que je vais vous entendre. Est-ce qu'aujourd'hui les associations, moi j'ai été président d'association il y a 20 ans, ça se passait pas comme ça. Quand on utilisait la piscine, on la rendait propre. Donc je sais pas, moi je voudrais vous entendre sur ce sujet-là, voilà, parce qu'il va y avoir des choix à faire. Et puis dernière chose, on n'en parle jamais, c'est les recettes. Donc, vous l'avez vu, les recettes, on est monodépendant de l'État. Bon, soit on n'a pas le choix. Eh bien, peut-être qu'il faudrait se poser la question, et Eric en avait parlé la dernière fois, que tu n'étais pas contre faire payer un peu plus les usagers. J'ai retenu ça et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'il me semble, le périscolaire, je vous ai expliqué, en 2019, 6 € de l'heure, 2023, 9,20 €. 50% de plus. Donc tout ça, c'est parce que le chauffage coûte
plus cher, les salaires des agents coûtent plus cher, il y a tout un tas de choses. On a plus d'enfants, donc il faut plus d'encadrement. 50% d'augmentation, on n'a même pas réfléchi une seconde à est-ce qu'on pourrait peut-être pas augmenter un petit peu la contribution des parents. Alors c'est pas grand-chose, sauf qu'à force de jamais augmenter, voilà, on va se retrouver dans une situation où on ne bouclera plus. Alors, je vous rassure, hein, cette situation-là, elle n'est pas aujourd'hui. Elle n'est pas pour cette année, elle n'est pas pour l'année prochaine. On va continuer à avoir une CAF qui n'est pas terrible, sauf qu'avec une CAF qui n'est pas terrible, on n'investira pas. Et je vous l'ai dit le 19 décembre, je l'ai redit au vœu, une commune qui n'investit pas, c'est une commune qui meurt. C'est au même titre que quand on a une maison, quand on a une... Alors on peut faire le choix de pas investir. Après, le résultat, c'est qu'on a une place Dr Valois qui a 50 ans, une école Florial qui a mon âge, l'école des Moulins, les groupes scolaires, alors le groupe scolaire de Fur a plutôt été refait, tout va bien, mais on a des écoles qui aujourd'hui sont vieillissantes, les gymnases, hein, on va en parler de ce que les gymnases coûtent, c'est bien d'avoir des gymnases, ça c'est top. Par contre, je vous explique pas qu'on doit changer les lampes en LED, et ben, ça coûte de l'argent. Donc voilà, donc là, quand je parle d'investissement, c'est pas uniquement de faire des places Dr Valois ou des pistes cyclables, c'est aussi l'investissement courant. Hein, Didier le sait très bien, refaire un stade de foot parce qu'il a été abîmé, c'est de l'investissement. Donc il faut garder une capacité d'investissement, sinon on ne pourra plus rien faire sur la commune. Donc moi ce soir j'aimerais vous entendre, chacun s'exprimer bien sûr, sur un peu, on parle d'orientation budgétaire, donc comment vous voyez un peu l'avenir de la commune de Tullin, parce qu'en plus on se dirige vers les élections en 2026, et moi je suis très transparent, hein. Ce que je souhaite qu'on discute ce soir, ça va devoir pouvoir s'appliquer par n'importe quelle équipe qui sera là en 2026. Hein. Ce n'est pas des questions de partis politiques, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose, c'est la trajectoire de la commune. Où on va. Et aujourd'hui, il y a des choix à faire. Et si je rejoins ce que je disais en démarrant sur le gouvernement, je pense qu'il était temps de prendre des décisions. Elles n'ont pas été prises. Et on va le payer. Voilà. Et moi, je souhaiterais, parce que moi, quand j'ai fait le choix d'être ici, c'est de m'engager pour la commune de Tullin, c'est que d'ici 4-5 ans, on puisse se retrouver collectivement en disant les décisions courageuses, parce que c'est du courage qu'il va falloir avoir, les décisions courageuses qu'on a prises en 2025 ou en 2026, elles nous ont évité le mur. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais compléter. Oui, c'était tout. Donc voilà pour moi, maintenant je vous laisse la parole et je souhaiterais vraiment que vous soyez nombreux à vous exprimer parce qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est pas un monologue du maire. Moi je veux bien m'exprimer sur le service périscolaire. Alors, je crois que celui-là il ne marche pas. Concernant le service périscolaire, c'est ce qu'on a vu effectivement. Une augmentation considérable chaque année, effectivement. Pourquoi? Parce que je pense personnellement que le service public, en tout cas si on s'interroge aux communes, c'est effectivement de pouvoir apporter aux enfants un accueil de qualité, un accueil quand les parents en ont besoin. Pour moi, c'est un des services publics les plus importants de la commune. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et là où il va falloir s'interroger, c'est la quantité et la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est accueil collectif de mineurs avec un PEDT. On est subventionné par la CAF, etc. Donc c'est très bien, hein, ça fait des beaux écrits, ça fait une unité entre les acteurs de la vie scolaire et du périscolaire, ça fait sens pour tout le monde. Mais aujourd'hui, et c'est pas forcément quelque chose qu'on partage tous, mais moi j'ai du mal à m'orienter vers une DSP, une délégation de service public. Il y a un entre-deux, effectivement. Ce serait qu'on ne se déclare plus en accueil collectif de mineurs, donc on perd le PEDT et toute cette qualité qu'il y a autour, mais qu'on se retrouve en simple accueil. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'on a moins besoin de taux d'encadrement. Mais on ne peut pas passer d'un accueil collectif de mineurs avec le PEDT, etc., à de la garderie pure et simple. Il faut que Tullin arrive à avoir cette espèce d'entre-deux et de milieu où on est plus contraint au taux d'encadrement que nous imposent les accueils collectifs de mineurs, et on n'est pas garderie non plus. Il faut qu'on arrive à garder cette qualité d'accueil
et un nombre d'agents un peu moindre, mais tout en baissant notre masse salariale. Donc moi, c'est une étude qu'on va faire cette année, en tout cas sur l'année 2025, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce service périscolaire. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer ainsi. Et c'est compliqué aussi également, je parlais du remplacement. Pourquoi on explose les chiffres aussi? C'est parce que quand on a des enfants à garder, on est obligé d'avoir un taux d'encadrement et qu'aujourd'hui on ne peut pas appeler les parents en disant gardez-les chez vous, on n'a pas assez d'animateurs. Ça s'est passé pendant le Covid, on a vu le tollé que ça a fait, c'est même nous qui avons dû prendre la place des animateurs pour pallier à l'urgence. Aujourd'hui on ne peut pas, donc on est obligé d'être dans ce remplacement-là, mais ça coûte cher. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Gérald et certainement avec des membres de l'équipe, on ne peut plus maintenir ainsi cette qualité qu'on avait avant via la CM et le PEDT. Et voilà, donc c'est peut-être une décision qu'on aura peut-être à prendre avant la fin de notre mandat pour que le service périscolaire puisse être pérenne. Juste une réaction effectivement par rapport à ce que je viens de dire. Le PEDT assouplit déjà largement les taux d'encadrement. Le taux d'encadrement périscolaire, c'est 1 pour 10 pour les maternelles et 1 pour 14 pour les plus de 6. Avec un PEDT, c'est 1 pour 14, 1 pour 18. Si demain on se passe d'un accueil de loisirs, alors effectivement tu l'as souligné, on se passe des financements d'un cap, qui sont quand même pas neutres, alors évidemment je ne sais pas les chiffres, mais c'est loin d'être neutre. Mais du coup, je me dis comment faire qualité avec un taux d'encadrement assoupli parce qu'on ne dépendrait plus des règles des accueils collectifs des mineurs. Je me dis déjà, pour encadrer une activité de qualité avec un seul animateur pour 18 enfants, je ne vois pas comment c'est possible. Déjà, juste ces taux d'encadrement PEDT me semblent complètement surréalistes pour avoir un peu de qualité dans nos accueils. Si en plus on passe de ça, je ne vois pas comment on peut maintenir une qualité scolaire. Mais je vais parler fort, on m'entendra. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis ce sera regrettable. Moi, je ne suis pas pour. Et ça fait le deuxième PEDT que je mets en place durant ce mandat-là. J'aime ce que ça fédère autour des acteurs. J'aime ce que ça procure, etc. Mais on en est à un point où on ne peut plus se permettre, même s'ils sont dérisoires, d'avoir ces taux d'encadrement-là. C'est pour ça que je disais qu'il va falloir que Tulin s'interroge à un juste milieu entre de la garderie pure et dure et de la qualité PEDT. Peut-être qu'il y a un entre-deux aussi, avec toujours des formations, des taux d'encadrement qui sont un peu plus raisonnables mais qui coûtent moins cher. Mais je trouve ça regrettable. Mais aujourd'hui, ça fait partie des actions ou peut-être des actes qu'on doit prendre pour la pérennité du service périscolaire. Mais je le regrette autant que toi. Juste pour anticiper, aujourd'hui on essaye de fidéliser les agents animateurs en leur offrant en leur payant le BAFA, mais encore une fois là c'est un engagement moral, donc, mais on a extrêmement de mal à les fidéliser, mais encore une fois parce que, et vous connaissez tous ça par cœur, ce métier est pas très attractif. Il faut travailler de 7 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h. Donc c'est un problème de fond sur lesquels là aussi on n'a pas les moyens de payer plus. Peut-être que la solution viendrait par là. On a beaucoup de problèmes de remplacement, beaucoup de problèmes d'absence et on n'a jamais, je faisais un peu le rétro-planning, l'histoire, on n'a jamais refusé d'accueil. On a toujours su répondre, et ça je dirais c'est normal en tant que service public, mais à quel prix? À quel prix? Parce que du coup l'année dernière, on a presque été obligé d'avoir une équipe de secours, un banc de touche, on l'a appelé, mais à quel prix un banc de touche en fait? Voilà. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir s'interroger. Alors l'idée c'est pas ce soir de trouver la solution. Et puis peut-être que la solution c'est de rester comme on est aujourd'hui. Voilà. Moi ce que je souhaite, c'est pas parce qu'on fait les choses depuis longtemps
que ça c'est une bonne chose. Il faut se poser des questions. La société évolue, les enjeux changent, les demandes sont différentes. Donc il faut s'interroger, il faut surtout rien s'interdire, parce qu'on est sur une dernière année de mandat, donc nous on n'a aucun enjeu, hein. Nous on ne fera pas les choses pour plaire, hein. On va faire les choses pour que ça soit efficace. Et puis peut-être que ceux qui voudront venir après, ils ont envie de faire bien. Donc finalement, entre nous qui n'avons pas peur de déplaire et ceux qui ont envie de plaire quand ils ont envie d'être élus, eh ben, on va peut-être trouver un consensus. Et moi c'est ce que je souhaiterais qu'on fasse sur plusieurs sujets. Je parlerai aussi des services techniques. Juste une précision complémentaire effectivement sur demain plus d'accueil de loisirs, parmi les pistes envisagées, j'entends, c'est-à-dire plus PEDT. Ça veut dire aussi des financements supplémentaires qui étaient alloués à la MJC qui disparaîtraient aussi. Donc il faudrait aussi les compenser. Donc il faut aussi prendre en compte l'ensemble de ces paramètres. Exactement. C'est pour ça que je dis, l'idée c'est vraiment de faire des scénarios. Et on fait des scénarios et on regarde celui qui est le moins pire. C'est tout. Mais peut-être que les choses actuelles ne changeront pas. Et puis peut-être qu'on se dirigera aussi à un moment donné à être peut-être un peu plus exigeant. Voilà, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il va falloir changer les règles. Oui, Franck. Moi, j'ai un petit problème de méthode quand même avant d'aller sur le fond, parce que ça me gêne un peu que tu mettes ce débat d'orientation budgétaire en perspective d'élection. Je ne comprends pas. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai fait, je vais juste. Si, tu n'arrêtes pas d'en parler, tu dis les derniers mandats, les futurs prochains, les machins. En tout cas, c'est factuel, c'est une dernière année de mandat. Oui, mais je veux dire, pour moi, c'est pas parce que tu es dans la dernière année de mandat que tu vas changer ta politique globale, etc. C'est ce que je sous-entends. Ce que tu dis, ça me gêne un peu. L'autre truc qui me gêne, et après je viendrai sur le fond, quand tu fais reposer les 341 353,92 € de l'entretien des bâtiments sur le fait que les associations salissent les gymnases, je trouve ça très caricatural, parce que d'abord, ce n'est pas les bénévoles des associations qui salissent, c'est les usagers de la ville, et puis il n'y a pas que les gymnases, les gens qui viennent à la mairie, ils salissent aussi, et voilà, et partout. Donc, moi, ça m'a choqué, je le dis franchement, parce que c'est toujours les bénévoles des associations qui sont enfin, la force, ça me saoule. Pardon. Une fois que c'est dit, sur la vie scolaire, je vais intervenir là-dessus parce que là, il faut qu'on rentre un peu dans le détail. Ok, pour discuter, j'ai été élu pendant longtemps, toutes ces questions, on s'est posées. Tous les ans, on s'est posé. L'école de musique aussi, on s'est posé. Et les dépenses de personnel, c'est pas faute de vous l'avoir dit. Et Elena, tous les ans, PPI, les dépenses de personnel, on a rappelé tout ça à chaque fois. Donc je ne dis pas que c'est simple, mais c'est vous qui avez les manettes, hein, donc vous avez fait les choix. Donc sur le périscolaire, là, il faut juste un coût chargé, c'est quand même limité comme analyse. C'est quoi le service rendu? C'est quoi les recettes, effectivement? C'est quoi les marges de manœuvre qu'on a sur les recettes? C'est quoi les marges de manœuvre aussi qu'on a en termes de plaidoyer, de politique nationale? Tu as parlé de l'État aussi. Les maires, il y a des organisations de maires qui peuvent peser aussi. Comment on pèse sur les politiques publiques? Vous savez maintenant ce que je fais à Paris, comment on pèse ensemble les associations, tu as cité la NJC, mais globalement comment. Moi je voulais parler de ça aussi, parce que pour régler un peu les choses, parce qu'aujourd'hui, là où tu as raison, c'est qu'il n'y a pas de politique publique de l'enfance, il y a très peu de politique publique culturelle, et comme par hasard, on pointe ces deux choses-là. Donc j'entends ça qu'il faut peser sur les politiques publiques nationales, mais à ce moment-là, jouons notre rôle en tant que maire, en tant que conseil municipal, prenons des délibérations, pour ça j'ai perdu le nom, voilà, d'émotions là-dessus, faisons aussi ce travail-là. Je ne dis pas que ce sera miraculeux, peut-être que tu vas me dire que c'est des grandes phrases, mais ça pèse aussi aujourd'hui. Il faut que les politiques nationales accompagnent les communes sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les mêmes politiques publiques qui sont massacrées. C'est l'éducation et c'est la culture et le sport.
Et ça, moi, ça m'agace fortement. Donc il faut quand même être un peu plus précis, mais voilà, moi, on est d'accord que ça coûte cher, mais je pense qu'il y a d'autres marges de manœuvre que taper sur uniquement les coûts. Alors, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais ce que tu dis, Franck, forcément, on est tous d'accord avec toi. Mais c'est. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire des discours, il faut décider. La question de l'école de musique, vous l'avez posée pendant un certain nombre d'années. Nous, on se l'est posée depuis 3 ans. Maintenant, on arrête de se poser la question et de faire reporter en disant c'est des politiques publiques. Je suis d'accord avec toi, mais quand on voit ce qui se passe au gouvernement, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de courage. Moi, je viens de vivre pendant 4-5 ans ce que vous avez vécu avant. Donc maintenant, attendre, faire des grandes phrases en disant c'est des politiques publiques, oui, ça on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Moi, chaque fois que je vais dans le bureau à la préfecture et qu'on discute, c'est assez clair en fait. Et mon quotidien me le rappelle. En gros, l'État se désengage de plus en plus. Donc, et puis on voit bien, quand il y a une politique publique qui commence à se mettre en place, elle se met en place 5 ans après. Et après, il y a des élections, le nouveau président, il envoie tout baldinguer, puis il y en a un autre qui vient. Non, aujourd'hui, je crois et je suis convaincu que la solution viendra du terrain, viendra des acteurs de proximité, et on n'aura pas le choix. Donc, l'idée de l'école de musique, de la MJC, qui aujourd'hui occupe 800 mètres carrés de bâtiment qu'on chauffe et qu'on entretient, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser de ce que ça coûte. Est-ce que, moi je veux entendre les gens qui se prononcent, est-ce que l'école de musique et de danse doit être municipale ou associative? J'ai regardé un petit peu en Isère, les écoles municipales de musique et de danse, il n'y en a plus. Alors s'il y en a plus, c'est qu'il y a une raison. Alors encore une fois, on aurait les moyens, moi je ne me poserai pas de questions. Mais chaque année, c'est plus de 300 000 €. Il va y avoir un enjeu dans les années à venir, c'est la sécurité. On a 4 policiers municipaux non armés. Donc en ce moment, on est après recruter 2 policiers municipaux. En fait, quand on fait des entretiens, c'est le monde à l'envers. C'est eux qui me testent. En gros, ils me disent vous allez nous armer ou pas? Je leur dis bah non, c'est pas prévu. Ah bah ça ne nous intéresse pas. Bon, bah ça c'est une réalité. Donc on peut parler de politique publique, de l'État, etc. Aujourd'hui, l'État, ce qu'il est capable de dire sur la sécurité, c'est ah non. La police municipale, c'est le maire, il fait comme il veut. Ah bah oui, il fait comme il veut, mais avec les moyens qu'il a. Et aujourd'hui, on est à 2 policiers municipaux, enfin les 3 et demi avec un ASVP, alors qu'il faudrait qu'on soit au double. Et ça, c'est une réalité. Donc, moi, je ne veux pas choisir entre l'école de musique, l'entretien, le périscope, mais il faut aller chercher des économies. Pardon, j'aurais dit tu ne veux pas choisir aussi. Vous êtes l'équipe majoritaire. C'est à vous de faire le choix. Ah, mais on va le faire, oui. C'est pour ça qu'on aimerait bien que l'opposition aussi. Tu nous interpelles, l'opposition, en nous disant donnez votre avis. Eh bien, c'est un débat. Oui, c'est un débat, mais tu donnes pas ton avis. Entre nous, ça fait 5 ans que vous ne nous donnez pas la parole, vous faites comme vous voulez, et on ne compte pas. Et là, à un an de la fin, vous nous dites ah ben, ça serait bien d'avoir votre avis. Alors, si vous voulez faire le choix entre armer les policiers et fermer l'école de musique, c'est vous qui allez faire le choix. Vous n'avez pas demandé de le faire. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on débat aujourd'hui. Non, alors débattez entre vous et choisissez, parce que vous n'avez jamais demandé votre avis. On va tomber dans ce piège. Non, mais si vous voulez faire débattre. Non, mais. En tout cas, je ne parle pas sur la MJC, sur l'école de musique, sur le périscope. Attends, je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé, Gérald. Je t'ai pas coupé. Non, mais tu dis. Mais si tu me demandes mon avis entre armer la police municipale et fermer l'école de musique, c'est même pas la peine que je donne. Ça n'a jamais été son avis. C'est parce qu'on a dit. Je viens complètement faux. Ouais, exactement. Complètement faux. Donc moi aussi, je peux hausser la voix et couper la parole, etc. Ce que tu reprends est faux. Nous n'avons jamais dit que nous allons fermer l'école de musique. Tu dis que c'est un choix à faire. Non, on est en train de dire qu'il faut étudier comment demain tout cela puisse encore vivre. Et effectivement, nous sommes des élus, nous sommes tous concernés. Toi aussi. Ah ben, aujourd'hui, on est concernés. Ça fait 5 ans que vous ne nous parlez pas, et maintenant on est concernés. Venez plus souvent avec nous. Certains sont présents parmi vous. Toi, non. C'est pour ça qu'on fait un débat. En fait, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc, on vous demande. Après, vous ne voulez pas vous exprimer, c'est pas grave. Plus que notre équipe, c'est plus s'exprimer votre équipe, pour le moment. Excusez-moi. Mais ils vont y aller.
Pour être factuel, aujourd'hui, l'école de musique, c'est 1 200 € par enfant, par utilisateur. Combien réellement de personnes en ont l'utilisation? Il faut se poser la question. La MJC, c'est 300 000 €. Aujourd'hui, la MJC accueille plus autant d'enfants qu'avant parce que le mercredi après-midi, elle n'est pas capable de recevoir les enfants parce qu'elle a un problème d'encadrement ou de personnel. Aujourd'hui, on a énormément de problématiques, que ce soit la MJC, l'école de musique, sur le fait de pouvoir faire vivre ça. Aujourd'hui, 1 200 € pour faire de la musique à 400 personnes. Tu l'implage 10 000 € pour 2000 personnes. On a des coûts variables avec des éléments qu'il faut qu'on réinterroge sur des systèmes qui fonctionnent depuis des décennies et qui ont été trop vécus. Pour revenir sur l'entretien des bâtiments, il y a l'entretien courant, bien entendu, de la mairie des salles de classe dans un état normal. Quand on se pointe, je vais essayer de ne pas cibler personne, mais quand on se pointe dans des locaux qui ont été ravagés le week-end par les adhérents des associations, on a des trous dans les murs, des traces de crampons sur les plafonds, sur les bâtiments qui sont tout neufs, des poubelles qui sont laissées en vrac à l'intérieur des salles mis à disposition, des mégots laissés en vrac devant les portes de nos gymnases en permanence. C'est pas le rôle de nos agents de faire ça. Aujourd'hui, c'est la responsabilité de nos associations, s'assurer qu'on rende des... Si on veut tous avoir des beaux bâtiments et des beaux lieux pour faire nos animations sportives, mais par contre on les rend dans des états catastrophiques. Moi, quand j'étais dans le club sportif, le terrain de foot, on les traçait nous-mêmes, on passait un coup de balai à la fin dans le gymnase, et nos agents d'entretien, ils n'avaient pas à ramasser les épluchures, les mouchoirs des gens jetés par terre, ou les pistaches laissées en vrac de partout. Enfin, on a des douches bouchées par du sopalin parce que c'est marrant de faire des vents qui glissent. Il y a un moment, il faut être réaliste, bien entendu, qu'on ne caricature pas, mais c'est le cas. Aujourd'hui, on a des salles qui sont mises à disposition que pour certaines associations qui sont dégradées, on nous demande de payer les réparations. Il faut qu'on soit réaliste sur nos dépenses parce que c'est notre rôle d'élu. Donc oui, aujourd'hui, on va se questionner sur toute l'année sur comment homogénéiser l'ensemble des dépenses pour repartir au plus juste à l'ensemble de la population. Parce qu'aujourd'hui, il est anormal qu'on donne 1 200 € pour faire de la musique à un enfant et qu'à côté de ça, on n'arrive pas à subventionner plus un club de basket, un club de rugby sur les animations qui sont des clubs qui sont comme une labellisation Fédération française, où on n'arrive pas à les soutenir. On n'arrive pas à leur donner des équipements qui soient en état. Quand on change des luminaires pour 10 000 € au gymnase, ça rentre dans l'entretien. C'est des dépenses qu'on se doit de faire. Pour diminuer les coûts derrière, mais on a des carreaux de faïence qui volent au milieu des gymnases. Il faut qu'on soit réaliste. Donc pour tempérer, Franck, tu as raison, ce n'est pas les associations qui sont stigmatisées, c'est certains utilisateurs. Ce que je voulais montrer tout à l'heure, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la commune, elle doit encore mettre des agents à disposition pour nettoyer les structures, alors que peut-être les associations ne pourraient pas en prendre une partie, parce que c'est une fois de plus pour la survie. C'est juste, pas pour les embêter, c'est juste que tout ce qu'on mettra pour faire des choses que eux peuvent faire, ça sera en moins ailleurs. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Et je peux dire qu'à mairie, on a aussi les agents, c'est nouveau. Quand je vais le dire, ça va paraître bizarre, mais enfin, les agents descendent leurs poubelles. C'était pas le cas avant. Voilà, les agents se sont mobilisés aussi pour que les personnes qui font l'entretien passent un peu moins d'heures. On essaye d'optimiser tout ça. En tout cas, toutes les questions sont bonnes à se poser. Encore une fois, les questions, alors, nous, on va se les poser, et puis on prendra des décisions. Ça y est, il n'y a aucun problème. Pour revenir, juste un petit point, je crois qu'il faut de toute façon éviter de stigmatiser. Ah oui. Là, on parle des sportifs, mais les mouchoirs, les mégots, il y en a aussi dans les rues, il y en a pas dans les équipements sportifs. C'est la même chose, Eric. Donc, il y a plus un problème de société qu'un problème de sportif. Donc, effectivement, il faut se poser des questions, mais évitons de stigmatiser, c'est un problème général. Oui, non, mais on est bien d'accord, Eric, c'est un problème général, mais nous, on s'occupe déjà de ce qui nous concerne directement et ce dont pour l'instant, on a encore la compétence, c'est-à-dire l'utilisation de nos bâtiments, même si le district de foot veut s'occuper de vos stades. Bon, je n'en dirai pas plus. Dernière chose sur la MJC, elles se retrouvent exactement dans notre situation. Quand Florian disait qu'elles n'arrivaient plus à accueillir des enfants, c'est pas parce qu'elle n'a pas envie, parce que c'est pas à cause de l'équipe, parce que l'équipe elle se mobilise, elle est présente, mais ils ont exactement le même problème que nous de ressources humaines. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il est temps
de se poser les bonnes questions, de réinterroger les modèles, de les changer, de les faire évoluer, parce que la société évolue, parce que si on ne les fait pas évoluer, les modèles aujourd'hui, demain, ils meurent. Et ça veut dire que demain, peut-être que la MJC ne pourra plus. Parce que quand la MJC aujourd'hui, elle vient me voir en me disant on a besoin de 35 000 € de plus pour finir l'année, mais qu'en parallèle, ils gardent moins d'enfants, pardon, mais difficile de justifier ça auprès de la population aussi. Et c'est pas à eux qu'on en veut, parce qu'ils y sont pour rien, mais on est face à un système qui fonctionne plus. Et il suffit pas de le dire en fait. Il faut réfléchir à changer. Donc je peux vous assurer que nous, sur 2025, on va y travailler. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce débat d'orientation budgétaire, puisque c'est juste un débat, et il n'y a pas de vote de rien du tout, et de passer à la délibération. Ah oui, parce que Florian doit nous quitter, donc la 10, qui est je sais pas quoi. Désolé, j'ai une veillée mortuaire, je vois donc on va passer à la délibération 10 que je dois vous présenter, qui concerne les travaux sur le réseau d'éclairage public tranche 2, année 2025. Donc comme vous le savez, on a mis en place depuis notre élection un plan de renouvellement de l'ensemble de l'éclairage public. Donc on a fait en interne, quand on avait nos 2 agents électriciens pour le faire, on a remplacé et mis en œuvre énormément de luminaires LED. Aujourd'hui, il faut qu'on délibère, comme l'année dernière, sur une délibération de principe validant les montants alloués à TE38 pour le remplacement des luminaires. Donc là, c'est sur la tranche centre-ville et quelques rues qu'on a présentées lors de la commission de la semaine dernière. Donc le montant qu'on a prévu de partie d'investissement, c'est 46 000 €, avec un reste à charge à la commune de 34 500 €, parce qu'on a bien entendu les 25% de prise en charge de TE38. Cette année, ce sera environ 70 luminaires qui seront remplacés, rénovés. Et vous savez qu'on les remplace pas totalement, on fait du rétrofit, on garde les mâts et on modifie uniquement la tête quand c'est possible. Il y en a certains qui se doivent être remplacés totalement. Donc c'est cette délibération-là que je vous demande de bien voir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc là aussi, ça fait partie, je peux expliquer pourquoi, je l'explique, hein, c'est encore une fois, ça c'est un petit sujet d'économie. Avant, nous avions 2 électriciens avec une nacelle, donc une nacelle qui coûte cher à entretenir, à acheter, et des diplômes. Juste pour la petite histoire, hein, le diable se niche dans les détails, mais avec les services, on travaille dans le détail. Aujourd'hui, la nacelle, il faut un permis poids lourd pour la conduire. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut un agent avec un permis poids lourd qui est recyclé régulièrement et une nacelle. Donc tout ça, peut-être qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Travailler avec le privé, c'est pas toujours mal. Et donc, voilà, TE38, c'est pas le privé, mais c'est des délégations. Et je pense qu'il faut s'interroger aussi là-dessus. Donc là, on a fait. Alors c'est malheureux, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des agents. Et je peux vous dire que quand je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui, il faudrait peut-être un peu plus d'élus courageux. Enfin, je ne sais pas si nous on l'est, mais enfin on essaye de l'être. Mais quand il y a des agents qui partent, et je voulais vous parler tout à l'heure des espaces verts, quand il y a des agents qui partent et qu'on les remplace par des grades un peu inférieurs pour économiser pas grand-chose, mais au moins faire le geste d'économiser, ça n'envoie pas un signal auprès des agents. Et ça, il faut l'accompagner. Et ça, je peux vous assurer que c'est difficile d'expliquer à un agent qu'on prend quelqu'un à un régime plus bas parce qu'on veut faire des économies. Et moi, ça, en tant que maire, je ne veux plus le faire. Je préfère à un moment donné leur dire, écoutez, les espaces verts, pour moi, c'est peut-être pas une mission de service public, on peut travailler différemment, peut-être avoir un paysagiste à la commune, c'est qu'un seul salaire, et puis travailler après sur des projets d'aménagement, par exemple prendre une rue, puis la faire jolie, prendre une place, la faire jolie, et puis faire de l'investissement, mais plus avoir ces charges de fonctionnement qui sont sans fin. Voilà, donc aujourd'hui, on s'attache à toutes les économies. Donc TE38 en fait partie. Voilà. Juste un chiffre sur les luminaires. Donc en 2021, on était à 10% de luminaires LED sur le parc communal. On frise aujourd'hui de 7 et 50%. Donc on a eu la première partie où on a remplacé toutes les armoires qui étaient
trop vieillissant pour pouvoir réguler l'ensemble de cellulaire. Ensuite, on s'est concentré sur l'ensemble des luminaires à remplacer. Donc on va passer la barre symbolique des 50% des luminaires LED sur le parc communal. Donc, on a diminué de ce fait de presque un tiers nos dépenses d'éclairage public une fois qu'on sera arrivé à ce point-là, surtout avec la hausse de l'énergie. Donc on a un amortissement sur quelques années de ces investissements-là qu'on fait au côté 38, j'en dis sur des luminaires qui sont plus terrains, qui ont besoin de moins remplacement et qui consomment. Oui, TE38 aussi, c'est une forme de mutualisation. Exactement. Et ça, c'est aussi une piste qu'il faut bien avoir en tête. Et l'utilisation avec d'autres communes éventuellement ou d'autres partenaires. Alors, du coup, j'en profite. C'est un des sujets sur lequel on travaille très sérieusement pour la piscine, pour le cinéma. Alors, le cinéma, on va faire une DSP, mais pour la piscine, la mutualisation, aller voir les communes aux alentours, parce que Tullin étant une ville-centre, elle fait bénéficier à un bassin de vie beaucoup plus large. Donc l'idée, c'est de travailler avec les communes et quelque chose de très concret qui, j'espère, pourra être mis en place d'ici la fin de l'année 2025. C'est la mutualisation de la police municipale avec les communes aux alentours. Donc on a fait une première réunion avec les maires des communes aux alentours qui sont très très intéressés. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir partager comme ça des postes de police municipale. Et je rappelle une fois de plus qu'il n'y a aucun sujet de armer la police municipale. J'ai été très clair en disant que ceux qui me disent qu'ils veulent venir à Tullin et est-ce qu'on va armer, je leur réponds non. Franck. D'accord, c'est parfait. Je reviens en piscine, parce que c'était oui. une question que je suis très absent à Tullin, mais aussi au Puy-de-Dôme. Est-ce que c'est toujours une question de la compétence piscine au Puy-de-Dôme? Alors, sur ce mandat, ça n'a plus été une question. Donc il y a eu une étude qui a été confiée au Conseil de développement du Pays Voironnais, qui ont fait un excellent rapport qui a pointé l'organisation des piscines, mais aujourd'hui c'est plus d'actualité. Par contre, il y a un vrai enjeu pour certainement le prochain mandat du Pays Voironnais, parce qu'il y a, tu le sais très bien, l'apprentissage obligatoire de la natation, et qu'aujourd'hui, les piscines, il n'en reste pas beaucoup. Celle de Tullin, c'est plutôt un atout. Donc, si vous voulez, entre nous, la piscine de Tullin, on a tout intérêt à l'entretenir et à continuer ce qu'elle fonctionne, parce que le jour où la compétence serait interco, ça serait une charge en moins pour la commune de Tullin, mais ça resterait quelque chose d'attractif. Mais en tout cas, ils vont devoir se poser la question. Maintenant, compte tenu des budgets qu'on connaît tous, c'est assez monstrueux. Oui. Donc Florian, tu peux y aller, tu as fait un pouvoir. Ah pardon, et oui, alors TE38, parce qu'on a changé pour TE38, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Florian Guibert a laissé un pouvoir. On le note. Donc on va reprendre pour normal, le foncier. Donc c'est l'abrogation de la délibération du conseil municipal donc, du 13 juin qui concernait l'autorisation de la signature du bail à construction avec Sauvert. Sauvert, c'est Sauvert. Ce qui s'est passé, c'est que dans la délibération qu'on a fait au mois de juin pour le bail à construction, on n'avait mis qu'une seule parcelle dedans. La parcelle, ce qu'on appelle d'assiette. Et on s'est aperçu que sur le plan, il y avait 5 petites bandes de 5 mètres de large par 50 mètres de long qui allaient rester entre la parcelle qu'on leur mettait à disposition et le lotissement. Alors on s'est dit, c'est pas à nous d'aller entretenir ces bandes. Donc du coup, on l'a mis dans le bail à construction. C'est donc Gambert qui s'occupera d'entretenir ces petits bouts de parcelles. Donc c'est toutes celles qui sont notées 75, 76, 77, 78 et 77. Elles se suivent d'ailleurs. Ensuite, donc ça c'est le premier point, on met à jour le bail de construction. Le deuxième point, donc c'est la convention tripartite. Là aussi, la simplification de l'État, on attend encore un peu, ça va venir. Sauvert a besoin d'attaquer les travaux, ils ont attaqué d'ailleurs, la parcelle est à nous, mais ils doivent passer par une route qui n'est encore pas à nous, parce que c'est la route qui mène au domaine du parc, le Salamo. Donc toutes les routes du Salamo vont être rétrocédées à la commune, c'est en cours,
parce que c'est compliqué, c'est long. Enfin, ça va arriver au prochain conseil municipal. Mais comme en attendant, on n'est pas chez nous, il faut que Net City les autorise à rouler sur leur route pour qu'ils rentrent chez nous. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de rigoler, hein, j'entends rigoler. Donc on a fait cette convention tripartite, donc on s'est dit qu'on était tous d'accord. C'était agréable. Que Gamber puisse attaquer ses travaux. Et la troisième partie de la délibération, c'est donc la prorogation de la convention d'occupation précaire que nous avions signée il y a quelques temps pour qu'ils puissent s'installer au camping. C'était jusqu'en juin et ils ont demandé de prolonger de 3 mois pour qu'ils aient le temps de finir les travaux. Donc la bonne nouvelle, c'est que Gamber aura déménagé en septembre et là aussi, avec le travail des services, l'acharnement de certains d'entre nous, on sera arrivé à ce que Gamber sauve son activité sur la commune et surtout rendre service aux Tulinois, mais pas que. Vous avez des questions sur cette délibération? Franck? Juste pour vous remercier de ces petites erreurs qui nous permettent de vous redire qu'on n'est pas d'accord avec ce projet, donc on va voter contre. Vous savez pourquoi. Oui. Ok, donc qui s'abstient, enfin qui est contre ou vous abstenez chez vous? 4 contre, et puis donc merci pour la validation de cette délibération. Petite ville de demain. Donc le dispositif Tulin Rénov 2024-2029, donc les aides du Pays Voironnais, de la commune, donc c'est l'approbation en fait du règlement des aides financières. Voilà, c'est très technique, hein. C'est passé en conseil communautaire, il faut qu'on le fasse nous en conseil municipal. C'est donc le règlement d'attribution des aides. Donc je le rappelle, encore une fois, c'est bien de marteler, parce que je pense qu'il y en a encore qui n'ont pas compris l'opportunité de ce Tulin Rénov. C'est 8,5 millions d'euros pour les propriétaires entre Tulin et Fur. Le périmètre, 8,5 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce règlement? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, donc, on revient à la validation du plan de financement prévisionnel donc, de l'opération Valois. On abroge la délibération qui nous avait obligé à faire un conseil municipal le 19 décembre. Donc on la repasse aujourd'hui. Alors, si vous avez regardé dans les détails, ce n'est qu'une différence de 20 000 euros sur le, je ne sais plus lequel qui dit, la maîtrise des études complémentaires. Voilà. Parce que là, donc la demande de la DSIL, hein, la DSIL c'est la subvention qu'on a demandé à l'État, c'est d'ailleurs la seule aujourd'hui qu'on n'a encore pas de certitude. Il fallait déposer la DSIL au 31 janvier, donc le dossier a été fait comme d'habitude par notre chef de projet d'une manière remarquable. L'État a scruté et ils ont quand même demandé, ils se sont aperçus qu'il y avait des ordres de 20 000 euros sur les 3 millions et quelques. Donc du coup on est obligés de repasser la délibération. Voilà. Je crois qu'on avait mis dans la première demande 40 000 et le montant c'était que 20. Voilà. Donc c'est pas qu'on a essayé de carotter l'État, pas du tout. Hein. Mais dans tous ces chiffres, et puis pour l'explication, ça fait 3 ans qu'on nous demande des plans de financement. 3 ans. Il y a différentes phases, APS, APD, tout ça, donc c'est compliqué, les chiffres évoluent. Donc je peux vous assurer qu'il faut s'arracher les cheveux pour un plan de financement. Donc c'est pour ça, et là il est parfait. Donc je suis content de le passer ce soir. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que cet après-midi, nous avons eu la réunion de lancement avec les entreprises qui ont été sélectionnées. Et donc voilà, la requalification de Carvalho va être une réalité d'ici quelques semaines. Les travaux devraient démarrer. Franck, moi je vais poser la question pour les travaux, mais tu as un échéancier. Alors aujourd'hui c'est. Le début et le fin. Alors, il a profité pour vous dire qu'on va s'appuyer là, mais à la fin. Pas de problème. Alors aujourd'hui, je vous dis tout, hein, parce que c'est encore des choses qui me révoltent. Donc on démarre aujourd'hui officiellement le projet. Les travaux démarreront deuxième
semaine de mai. Parce que, alors il y a déjà un temps de préparation, BASVI, je sais pas, il y a tout un tas de choses avec un SPS, je sais pas comment ça veut dire, le SPS, sécurité, coordinateur sécurité, voilà, il y a tout un tas de choses, mais nous avons voulu un projet vertueux, donc nous allons jusqu'au bout. Nous avons, petit clin d'œil à Julien Paulin, on était ensemble quand on a pris la nouvelle, et donc il y a les oreilles du maître qui a coulé un petit peu dans la foulée. Nous avons des chantiers vertueux, nous avons voulu prendre du produit français, donc de la pierre française, en blanchien, je crois que ça s'appelle. C'est ça, voilà, donc de la pierre française, on veut la pierre française, visiblement c'est pas comme dans les autres pays, on travaille moins vite, je sais pas. Il y a 8 semaines de délai. Voilà, donc c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Il faut commander, il y a une précommande. Donc on prend 8 semaines de délai pour la commande des pierres et c'est les bordures. Et personne dans l'équipe souhaite démarrer un chantier, s'arrêter un mois et reprendre. Donc du coup, en démarrant mi-mai, on est sûr que toutes les entreprises, et c'est ce qui a été validé cet après-midi, auront rentré les matériaux. Parce qu'on a commencé à parler des feux aussi, de l'éclairage, voilà. Et tout ça, ça a des délais monstrueux. Donc, on anticipe. Donc, on préfère attendre encore un mois. En plus, on a un mois de mai redoutable. Donc, si on commence les travaux mi-avril, après, ça s'arrête un mois. Donc, voilà. Les travaux démarreront normalement le 12 mai. Mais d'ici là, il y a la préparation des chantiers. Il y a la base vie qui sera installée devant le gymnase. Donc, comme il y a plein de choses à mettre en place, on va prendre le temps de bien démarrer. Fin des travaux? Fin des travaux, bah, ça sera. C'est prévu fin avril 2025, mais ça sera 14 mois de travaux, voilà, ça je vous laisse un calcul. Ça sera mi-2026. Donc on pense à l'été 2026. Donc juste pour faire une dernière allusion aux élections, ça sera le prochain maire qui inaugurera la place de Terre-Valois. Voilà. Maire ou mairesse. Voilà, et ça c'est factuel. À moins qu'ils aient dit pour les travaux, mais je ne crois plus. Et puis c'est peu importe. En fait, ils repoussent ces élections ici. Hein? À moins qu'ils repoussent ces élections ici. Non, c'est clair, hein, c'est au mois de mars. Ouais. C'est au mois de mars. Enfin, après, il y a encore le mois de juin, là, il va se passer des choses. Bon, donc vous abstenez? Hein, Franck, vous abstenez? Oui. Donc 4 abstentions et. Oui, bah 4. Allez, encore développement durable, j'enchaîne. La création donc d'un réseau de chaleur, on vous en avait parlé, alimenté par une chaudière bois. Donc pour l'instant, on a une délégation de service public. On va lancer la consultation des concessionnaires. Donc on vous en a parlé déjà plusieurs fois. Il y a eu une étude d'opportunité, après une étude qui a dit que c'était opportun. On a fait une étude de faisabilité qui a dit que c'était faisable. Donc maintenant, on décide de lancer une DSP pour créer donc un chauffage urbain à plaquettes de bois. Voilà, on lance la DSP. Vous avez des questions? J'en ai plein. Ah oui. Je suis désolé. Ah, bah, c'est bien. En fait, j'ai du mal à comprendre jusqu'où on s'engage ce soir. Moi, j'ai quelques. Alors, on est d'accord, je chauffe les bois, les développements durables, etc. Très bien. Même si on entend aussi, alors je ne sais pas si vous avez questionné des gens là-dessus, que parfois ça peut être aussi l'inverse de ce qu'on pense. Le bois, c'est aussi en termes de CO2, etc. Donc je ne sais pas s'il y a eu, si c'est clair ou pas. Voilà. Et c'est vrai que, a priori, comme ça, moi je suis plutôt pour, puis on a pas discuté entre nous, mais plutôt pour. Moi, ce qui la petite réserve que j'ai, c'est. J'ai lu la délivre, le rapport, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont prévus dans ce réseau de chaleur. Donc moi, ma première question, c'était est-ce que ces bâtiments, est-ce que tous les propriétaires de ces bâtiments ont donné un accord de principe ou pas de rentrer dans ce réseau de chaleur? L'autre question, c'est derrière tout ça, c'est rentrer dans le réseau de chaleur pour tous ces bâtiments, est-ce que ça a un coût pour les propriétaires, et notamment est-ce que ça a un coût pour la commune, parce que là,
on n'a aucun chiffre du coût pour la commune. J'ai bien compris que le réseau ne coûterait rien, parce que c'est le délégataire qui paiera, mais moi j'ai des questions là-dessus. Et après, ce qui m'inquiète, alors c'est un truc un peu perso, mais je vous le raconte, on dit professionnel, on est très embêté dans une commune où il y avait un réseau de chaleur comme ça, très ambitieux. En fait, ensuite, les gens se sont rétractés, et donc il y a un énorme coût fixe que le délégataire il fait payer sur les coûts fixes. Et nous, pour ne pas vous citer un centre de vacances par exemple, on paye plus cher de coûts fixes que de... Et donc moi je m'inquiétais, alors peut-être que vous avez posé la question, peut-être que voilà, mais comme je n'ai pas suivi ce dossier-là, je me suis dit, est-ce que tout ça est bien clair, parce que il faudrait, et pour moi, il fallait qu'on ait aujourd'hui, je reviens à ma première question, jusqu'où on s'engage. On s'engage à créer un service, là, quand même, mise en place d'un service public, donc de faire un appel à candidature, sur quel cahier des charges, etc. Enfin, moi, ce qui me gêne un peu dans encore une fois, peut-être que je ne suis pas au courant de tout, c'est que là, on vote un principe sans savoir ce qui va se passer derrière. Et dernière petite inquiétude, j'ai vu sur le plan apparemment un énorme bâtiment sur l'ancien terrain de la Cresso. Est-ce que c'est prévu vraiment à cet endroit-là? À quoi ça ressemble? Est-ce que les riverains ont été concertés? Enfin, voilà. Donc c'est pas mal de questions. Alors, il faut juste que tu me redises la première, parce que j'ai oublié. Alors, oui. Donc, en fait, c'est une DSP aujourd'hui. Alors, dans l'étude d'opportunité, d'ailleurs, que vous avez fait, et nous, on a repris l'étude de faisabilité derrière, et des potentiels clients ont été approchés et ont été réunis. Alors, l'hôpital, Michel Perret, nos bâtiments publics, le collège, et là c'est ce qui fait le jackpot, clairement. Tout ça a été pris en compte, et c'est ce qui a permis de dimensionner et de dire que ça faisait un prix de kilowattheure de gaz intéressant. Et d'ailleurs, avec beaucoup moins de clients, ça ne serait pas rentable. Sachant que c'est un opérateur privé qui va dessus, nous, ça ne nous coûte pas un sou. Et c'est pour ça que l'étude de faisabilité doit être plutôt bien ficelée, sinon on n'aura personne qui va répondre. Donc, aussi bien si ces risques que tu mets sur la table et que les opérateurs vont se renseigner, et ben, personne ne va répondre. Parce qu'en fait, on ne prend aucun risque, nous. C'est une délégation complète de service public. L'investissement est porté par l'opérateur et il sur 20 ou 25 ans. Donc nous, on n'a pas de risque là-dessus. Les potentiels qui doivent se brancher se sont engagés. Alors après, est-ce que, bien sûr, alors ils se sont engagés, typiquement l'hôpital, ils attendent même ça, ne serait-ce qu'avec le balnéo, par exemple, ils attendent ça rapide, avec impatience. Le collège étant prévu d'être... donc les travaux démarrent en fin 2025, le collège. Eux, ils ont dimensionné le projet pour être sur cette source de chaleur. Donc eux, ils ont plutôt intérêt que ça se fasse, parce que sinon, il faut tout qu'ils changent leur plan. La gendarmerie va se connecter dessus. Enfin, il y a toute une liste de... Et ça, c'est ce qui fait que le projet est viable. Donc, ces inquiétudes-là, moi je dirais que c'est pas tellement nous qui allons les porter. Ça sera plutôt les clients après, mais c'est ce qui t'arrive avec le centre de vacances en fait. Oui, c'est-à-dire qu'après, il faut pas. C'est quand même, nous, en tant qu'utilisateurs communal de choses, si n'importe quoi, le collège se désengageait, ça nous coûtera plus cher à la sortie. C'est ça, bien sûr. Le risque, il est là. Oui. Donc, et puis le deuxième risque, est-ce qu'il y a un coût d'investissement technique pour mettre à niveau notre système? En fait, alors c'est un échangeur, ça coûte rien, c'est un investissement pour la commune. Il ne faut pas dire rien, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'en fonctionnement, c'est ce qu'expliquait le directeur des services techniques. Aujourd'hui, on a une chaudière, qu'elle soit gaz ou fuel. Demain, c'est de l'eau qui arrive dans un échangeur. Ça veut dire qu'on n'a même plus l'entretien des chaudières comme on a aujourd'hui avec E2S. Où, tu vois, c'est-à-dire que nous, ils nous envoient de l'eau chaude,
elles échangent avec notre circuit. Donc techniquement, c'est beaucoup plus simple. Une dernière petite réserve, l'emplacement, alors, mentionné un peu. Oui, alors, l'emplacement, il est quelque part à la Cressonnière. Parce qu'en fait, on a lancé en parallèle, et on vous en parlera un peu plus tard, Gare Cressonnière, il y a un gros projet un gros projet d'aménagement. Il y a un architecte qui travaille là-dessus avec une vue globale de la gare jusqu'à la Cressonnière, jusqu'à l'hôpital Michel Perret, sur tout ce quartier qu'on appelle Gare Cressonnière. Et dans son cahier des charges, il doit inclure la chaufferie, mais c'est 2500 mètres carrés. C'est pas, tu vois un gros bâtiment, non, c'est 2500 mètres. Enfin, c'est l'équivalent de la caserne des pompiers. Donc c'est pas, en termes de bâtiment, c'est ça. Donc l'idée, c'est de le positionner quelque part là-bas, intégré, mais il sera un peu plus loin que chez toi. Non, c'était pour présenter. C'était pour présenter. Vous connaissez mon intérêt général. Oui, mais et donc, il n'y a pas de nuisance dans ces... Non, aujourd'hui, on allait en visiter une, par exemple, à Giers, elle est en plein centre-ville. Il y a une cheminée, aujourd'hui c'est maîtrisé. À Vorep, il y en a une aussi. Saint-Quentin, ils en ont une à l'école, à côté de l'école d'ailleurs. Non, c'est des technologies qui sont maîtrisées aujourd'hui. Les seules nuisances qu'ils peuvent avoir, c'est que, mais aujourd'hui on les a sur les routes, je crois que c'est 2 semi-remorques de livraison en plein hiver. Parce qu'il faut livrer les plaquettes bois. Mais là, nous, la Cressonnière, la route est dimensionnée, il y a le SDIS aujourd'hui. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, de la placer à cet endroit-là, c'est qu'en fait, on part en étoile après pour le réseau, et c'est ce qui optimise le réseau. Et il faut bien regarder qu'aujourd'hui, les gros opérateurs comme Dalkia, comme EDF, viennent plus sur des communes comme les nôtres. Parce que pour eux, c'est pas intéressant. Donc il fallait vraiment optimiser le travail. En plus, on a plusieurs phases. Pour le moment, on va aller en direction du collège. Parce que, en fait, c'est assez simple. C'est juste des tuyaux qu'on enterre, un tuyau aller, un tuyau retour. L'eau, elle part chaude, elle s'échange avec un échangeur qu'on a dans le bâtiment, et hop, elle revient. Donc ça veut dire que l'investissement pour le délégataire, il peut être en plusieurs phases. Il peut le faire, je crois qu'il y a une option, il y a une phase 1, une phase 2, et sachant que là-dessus, on est accompagné, bien sûr, et ça on nous l'a dit dès le début, le cabinet qui nous accompagne nous a dit de bien faire accompagner par un avocat spécialisé pour que le contrat avec la DSP, il soit béton. Et je pense que ce que tu dis là, par exemple, qu'à un moment donné, les pertes, peut-être que ça se met dans un contrat. J'en sais, après c'est de la négo, mais c'est d'expliquer que s'il y a des pertes, c'est pour lui. Parce que quand il y a des gains, c'est pour lui aussi. Non, mais je sais, Franck, voilà, je sais pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un vécu. Non, voilà, je pense que tu m'as rassuré presque complètement. Donc je pense que moi, en tout cas, j'ai voté pour, mais c'est tout à fait personnel comme question. Et le dernier truc, quand même, moi je voudrais être sûr que déjà on n'a plus la réserve foncière, vous avez mis Galbert. Moi je pense que le terrain de la Cressonnière, cet endroit-là, ça devient encore plus stratégique. Donc moi je pense qu'il ne faut vraiment pas que ça sorte à cet endroit-là, même si c'est que 2500 mètres carrés. Non, mais c'est pas déjà énorme. Voilà. Donc sur le plan, ça apparaît comme ça. Donc voilà. Sous cette réserve-là, je vais voter pour. En fait, aujourd'hui, la chaudière, elle doit être. Au départ, nous on souhaitait, pour être très honnête avec tout le monde, qu'elle soit sur la. En fait, c'était un deal avec le SDIS. Le SDIS, on leur mettait à disposition un autre terrain, ils se déplaçaient et on mettait la chaudière à la place du SDIS. Voilà. Sauf que le SDIS, ils ont aussi, comme tout le monde, ils vont d'abord rénover les casernes qui en ont vraiment besoin. Donc, ce deal-là ne fonctionne plus. L'idée, c'est dans le cahier des charges de l'architecte Belvédéré qui travaille sur ce projet, c'est de mettre quelque part dans l'aménagement paysager de la Cressonnière, parce que dans ce projet Gare Cressonnière, il y a toute la refonte aussi du quartier de la Cressonnière, l'habitat social. Donc l'idée, c'est que ça soit un invariant, qu'il y ait à cet endroit-là ce bâtiment. Il peut être sur notre terrain qui est en herbe le long de la résidence autonomie, il peut être. Ben voilà, aujourd'hui, il est par là. Mais l'idée, c'est de l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on traîne un peu pour la DSP. On n'a pas voulu implanter
la Chaudière-Bois à un endroit et qu'en fait elles viennent contraindre l'aménagement global de ce quartier, mais d'avoir la possibilité de la mettre là où elle gêne le moins. C'est vraiment pris de manière très très globale. Peut-être que ça sera à la place de la gendarmerie par exemple. Voilà. Parce que la gendarmerie est vouée un jour à être démolie et l'accès pour des semi-remorques est plutôt facilité. Mais tout ça, voilà, c'est en invariant. C'est pour ça qu'on a un petit sujet avec la DSP, c'est que les délégataires qui vont répondre là, ils n'auront pas l'emplacement. Et peut-être que ça peut les inquiéter. Et peut-être qu'on n'aura pas de réponse parce qu'eux, ils voudront peut-être une vraie parcelle. Et aujourd'hui, on ne peut pas leur la donner. Ce qui les inquiète, ça me rassure. En tout cas, on la lance. Encore une fois, c'est parce qu'on a fait les études que on lance. On verra bien si ça marche, si ça marche pas. Très honnêtement, ça va durer un petit moment. Ça. Voilà pour notre chaleur. D'autres questions? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Allez, délibération adoptée, je vous remercie. Je croyais que j'en ai fini, moi, quand même. Économie, Dolores, je t'en prie. À toi. Signature de la convention de gestion avec la communauté d'agglomération de Bilbois-Ornay pour les animations bilatérales et économiques de mai à décembre 2024. Donc, afin de dynamiser l'activité commerciale et générer du flux en centre-ville, ça fait 3 années consécutives que le Pays Bourbonnais propose aux communes qui se portent candidates de signer une convention de gestion pour les animations bilatérales et économiques qui sont organisées dans les centres-villes. Le but, c'est d'amener de l'animation au cœur du village, devant un cœur de ville, dans le village, devant les commerces et au sein de Paris Marché, que ce soit des dépenses qui drainent le flux. Et à ce moment-là, le Pays Bourbonnais accorde une subvention de 30% des dépenses de fonctionnement qui sont engagées entre le 1er mai et le 31 décembre 2024. Donc nous nous sommes portés candidats l'année dernière. Pour un montant de budget de 22 740 €, avec une participation financière du Pays Bourbonnais à hauteur de 30%, soit 6 822 €. Donc on a mené effectivement un certain nombre d'animations dans le centre-ville de Tulin. Il s'agit maintenant de nous autoriser à signer la convention avec le Pays Bourbonnais qui nous donne cette subvention qui a déjà été acceptée en fait, en deuxième candidature. Voilà, donc on vous demande d'approuver la convention, la signature de la convention de gestion. Des questions? Pas de questions, je propose qu'on fasse au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc la délibération adoptée, c'était les travaux, faite par Florian tout à l'heure. C'est donc maintenant au tour de Anne pour une délibération, une convention. En délibération très simple, c'est la signature d'une convention de participation financière pour les frais de scolarité pour les enfants non grenoblois accueillis par les écoles publiques grenobloises. Donc la commune de Grenoble a sollicité la commune de Tulin pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour l'année 2023-2024. Un enfant tulinois est concerné. Vous avez l'annexe. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de participation financière aux frais de scolarité pour les enfants non grenoblois accueillis par les écoles publiques grenobloises et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Voilà, c'est assez régulier ce genre de convention. Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Dernière délibération, c'est la signature donc, de la convention d'objectifs avec la MJC pour l'année 2025. Donc là, ça rejoint, parce qu'on essaye d'être cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. C'est une convention juste pour l'année 2025, parce que, au même titre qu'on doit avoir une réflexion sur l'école de musique, sur tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai reçu le président de la MJC avec qui je lui ai dit qu'il fallait qu'on se mette tous autour de la table pour repenser le fonctionnement de la MJC. Je sais que le travail est déjà bien entamé sous la houlette de Philippe Martin-Cochet, notre directeur de pôle. Donc voilà, donc du coup, nous on s'est engagé à reconduire la convention pour 2025 avec, et on en parlera au moment du budget, pas de baisse de subvention, ni à la fois pour les associations sportives, culturelles, et ni pour la MJC, malgré le contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, non, c'est pas la feuille que ça donne, c'est les autres.
Si, quand même. On t'écoute, Alors, il y a juste une petite coquille qui s'est glissée, puisque à mon avis, sur certains documents, il y a marqué vote de la subvention 2025. Confirmez-moi si certains non. Est-ce que certains non? Oui, c'est pas mal de la subvention. C'est une petite coquille qui s'est glissée, donc il faut pas en tenir compte. C'est que la convention d'objectif. Uniquement la convention d'objectif, le vote de la subvention aura lieu au prochain conseil municipal sur le vote du budget. Donc voilà, c'est comme on a dit, on est arrivé justement. La convention générale d'objectif a été conclue en 2022 pour une durée de 3 ans et donc elle arrive à son terme au 31 décembre 2024. Et il a fallu du coup la renouveler à travers un toilettage. Donc est prévu sur cette année 2025 un groupe de travail sur lequel on travaillera pendant 1 an pour retravailler la convention d'objectif à travers les différents axes qui ont été définis sur la précédente convention. Donc voilà, un travail de partenariat qui s'effectue comme notre habitude avec la MJC. Ce soutien est toujours à l'écoute des problématiques que la MJC subit. C'est important parce que tout à l'heure Gérald l'a précisé. Les problématiques qu'on subit au périscolaire, c'est un peu les problématiques que subit la MJC au centre de loisirs et plus précisément sur le recrutement des animateurs, diplômés ou non, à travers des taux d'encadrement qui sont de plus en plus, on va dire, difficile, soit à travers jeunesse sport, soit à travers PEDT. Donc voilà, mais toujours à proximité de la MJC, et dernière en date, je vous le dis, c'est qu'en lien avec le CCS et le Pays Boralais, puisqu'on a assisté à un groupe de travail justement sur comment explorer des pistes pour attirer de plus en plus de jeunes à passer leur BAFA et donc de ce fait en conséquence à avoir de plus en plus de candidatures. Donc on s'engage, je le dis, mais ça sera justement sous réserve que ce soit voté très prochainement au budget du CCS prochainement, à mettre une enveloppe sur la table pour financer une partie du BAFA d'un jeune Tulinois sans condition de ressources. Donc ça vient de tomber et c'est toujours justement aller dans le sens pour soutenir la MJC et c'est une des pistes qu'on a décidé justement d'explorer très prochainement. Voilà. C'est bon, passe au vote. Vous avez des questions? Ouais, Xavier. Oui, enfin, par principe, on ne s'opposera évidemment pas au vote de cette convention. Je pense que la MJC est largement soutenue, et tant mieux, et pour nous que ça dure. Juste une petite remarque. Pour autant, on regarde 2 choses. Le premier, c'est que, comme tout le monde, comme toutes les associations, comme toutes les collectivités, on en a parlé juste avant, les difficultés financières sont bien présentes à la MJC. Et que malgré tout, c'est une association qui emploie des salariés, qui répond aussi à un service public. Et pour autant, le montant de la subvention n'évolue pas depuis de nombreuses années. Et que de fait, forcément, le service à un moment donné doit en pâtir et peut-être que justement la question des animateurs et de la rémunération des animateurs, qui a un impact sur le recrutement, peut-être qu'il faut y voir un lien de causalité, certainement. Donc le montant reste le même, j'entends, il reste le même, c'est bien, mais on aurait espéré mieux, évidemment. Et puis deuxième chose, je trouve plutôt intéressant que dans cette convention on ait des critères d'évaluation. Je regrette cependant que les critères soient uniquement des chiffres et du quantitatif et que finalement on n'évalue pas et qu'il n'est pas prévu que la MJC n'évalue non plus dans cette convention tous les objectifs qu'elle défend et qui sont inscrits dans cette convention de lien social, de tisser des partenariats, etc. Il me semble que quand même c'est intéressant aussi d'avoir une évaluation autour de ça, même si cette évaluation sera certainement faite aussi, mais l'évaluation qui est posée en tout cas dans cette convention est uniquement sur les chiffres. Et en soi, ça ne suffit pas. Mais évidemment, sur le principe, au contraire, d'adhésion. Je vais la parole ici, si tu veux, Gérald. Je vais compléter, bien sûr, parce qu'avec Anne et puis Nicole, on constitue un peu le trinôme sur le conseil d'administration de la MJC, de cette proximité, Anne plus sur le volet en France, Nicole plus sur le volet finance, et puis moi plus sur le volet, on va dire, transverse et la jeunesse. Sur l'évaluation quantitative, effectivement, on est vraiment axé sur les chiffres. Maintenant, on a aussi justement, en lien avec la MJC, travaillé un questionnaire qui sera justement à destination
soit des adhérents majeurs qui fréquentent la MJC à travers les activités régulières, soit à travers justement les adhérents mineurs, donc en lien avec les parents pour justement donner leur ressenti et donc du coup savoir si justement qualitativement parlant le service qui est proposé par la MJC, soit au niveau du centre de loisirs, soit au niveau de la jeunesse, les sorties, les séjours ou autres, et au niveau de la pédagogie, apporte une satisfaction soit directement aux parents, soit aux adhérents. Donc c'est un travail qu'on mène, qui sera justement aussi, il y a une deadline, donc on a fait en sorte justement que pour le 31 août 2025, on soit arrêté la date pour justement faire un retour d'expérience sur toutes les personnes qui ont fréquenté la MJC, et donc il y aura un rendu au 30 novembre, donc ça c'est acté dans la convention, donc je vous invite à le lire. Et ça permettra justement, au-delà de l'évaluation quantitative, d'avoir justement une évaluation un peu plus sur qualitative, si c'est pour répondre un peu à la question. Et sur la convention, il y a les deux. Sur l'annexe AA du secteur enfance, dans l'axe 1, on a dans l'évaluation satisfaction des familles sur la qualité d'encadrement, les activités proposées et la qualité d'accueil. Alors, c'est pas forcément sur toutes les annexes, mais on a un minimum sur le qualitatif. Oui, pour qu'on soit clair, ma remarque n'a aucun jugement de valeur sur ce que fait la MJC. Je sais que les responsables du secteur font un super travail. Donc là-dessus, il y a plutôt une unanimité sur le travail qui est fait justement. Et je pensais aussi sur les difficultés de recrutement que peuvent avoir la MJC. T'en parlais tout à l'heure, il y a aussi des difficultés de recrutement sur le périscolaire. Et l'absentéisme, et on sait clairement, et c'est pas que là tu l'as, que l'absentéisme est lié aussi et complètement lié même à la quantité de travail qui est fourni tous les ans. Et qu'à un moment donné, quand la MJC a ces difficultés-là, que la mairie a ces difficultés-là, il y a peut-être une passerelle à C'est fait. Alors, voilà. C'est déjà en cours. On le fait de toute façon, dans les entretiens, on explique bien, et eux le font aussi de leur côté, au niveau des animateurs, que justement pour compléter leur temps de travail, la MJC peut compter sur le temps périscolaire et le temps périscolaire peut compter sur la MJC. Donc c'est déjà une passerelle qu'on fait. Et quand je disais tout à l'heure se réinterroger sur le fonctionnement de la MJC, c'est vraiment ça. C'est voir si on ne peut pas être encore mieux dans la mutualisation. Parce qu'encore une fois, et je terminerai là-dessus, c'est quand on sera dans le mur, nous on ne pourra pas faire comme l'État et augmenter notre déficit. Nous on ne peut pas. Et moi c'est vraiment ça que je pointe ce soir, c'est que l'État peut se permettre de continuer à faire des dépenses parce qu'il creuse le déficit, il emprunte, il a dette. Nous la dette c'est zéro, on n'a pas le droit. Et heureusement, sinon on serait tous endettés. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper ce genre de choses, parce que comme tu le dis, quand on a tous le même problème, peut-être que c'est un problème de logiciel ou d'organisation. Voilà, c'est pas les autres communes sont la même chose. Moi, je travaille aussi au niveau de la maison de l'emploi pour essayer d'avoir un vrai travail sur les animateurs au niveau du pays voironnais, pour éviter de se faire concurrence. Parce qu'aujourd'hui, Morin, il paye peut-être un peu plus, et paf, ils nous le prennent. Atulin, il repaye un peu plus. Non, il va falloir à un moment donné qu'il y ait aussi de la solidarité sur le territoire, parce que les jeunes, ils se déplacent et eux, ils ne sont pas forcément attachés à une commune. Et donc, il vaut mieux qu'on travaille en complémentarité plutôt qu'en opposition sur ces sujets-là. Juste aussi une petite précision. Pour conclure en fait sur la MJC, on a quand même beaucoup de réticence sur la réévaluation justement des tarifs du centre de loisirs. On en parlait tout à l'heure au niveau des tarifs périscolaires. Et donc c'était des pistes qu'on avait un peu, on va dire, poussé la MJC à explorer, sans non plus partir sur des tarifs qui allaient exploser. Donc il y avait des inquiétudes, ils disent oui, peut-être que la fréquentation diminuera, etc. Puis finalement, ils ont fait le choix d'augmenter, minime soit-il, mais ça a quand même été justement déjà une première avancée. Et on s'est aperçu que, en fait, on était toujours à la capacité de demande de la part des parents, on était à quasi 80, et en fait, au final, la problématique, c'était pas les tarifs, mais au final, c'était vraiment la capacité à pouvoir trouver les animateurs pour un 80, les 80, parce que les salles aussi, on les a. Les salles, on a la superficie nécessaire. Encore une fois, c'est pour dire à quel point les gens ont des inquiétudes à pouvoir justement explorer ces pistes-là. Au final, on s'aperçoit que le mode de garde est nécessaire sur la commune de Turin,
Et la MJC en fait partie, et bien heureusement, et en complémentarité justement avec le PERISCO, où il y a un travail de mutualisation et un échange de procédés qu'il faut saluer et qu'il faut reconnaître. Peut-être un mot juste. Oui. Pour reparler du Puy Varonnais, parce que j'ai dit à Eric en aparté, il y a longtemps, il y avait l'idée de faire un service en France du Puy Varonnais. Je pense que c'était une erreur à faire. Parce qu'effectivement, on mutualisait, on évitait les concurrences, on mutualisait, etc. Je pense que le Puy Varonnais, c'est là encore une fois, peut-être les champs qui peuvent trouver des solutions. Je suis assez d'accord avec toi, il y a toute une réflexion à avoir sur le rôle du Pays Bordelais, sur des choses comme ça, pour éviter qu'il y ait une concurrence entre communes. En même temps, pour avoir passé la 5 ans bien impliqués au niveau du Pays Bordelais, ils sont aussi dans des situations financières, je parlerai de la mobilité par exemple, ou le vieillissement, la DPA, où ils ont dû faire des choix aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on va être obligé de faire des choix, et qui ne sont pas des choix pour moi politiques, mais qui sont des choix de survie du système. Et ça, c'est insupportable pour des gens qui ont choisi de venir servir l'intérêt général. Et pourtant, il faudra qu'on fasse des choix. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On arrive au bout. Ce sont nos questions diverses, comment on les appelle. Orales, pardon. Mais elles sont diverses aussi. Il n'y a pas de question. Il nous les a peut-être envoyées par mail, on ne sait pas. En tout cas, il faudrait peut-être prendre des nouvelles quand même. Non. Eh ben, on terminera sur ces belles paroles de Franck.